une conférence sur l'avenir de la formation en gestion, qui sera animée par Marie-Christine Chalut. Nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui à l'Université Police au centre Géant Projectique. Marie-Christine, vous pouvez la parole. J'ai choisi un thème, en fait, que vous voyez apparaître. Puisque l'IA, c'est quelque chose qui nous touche tous aujourd'hui. Alors, je vais y revenir, bien évidemment. Juste avant de démarrer concrètement, je suis effectivement pas experte en IA et on aura des experts qui nous parleront juste après. Mais c'est un sujet qui m'a toujours animé et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. L'objectif de ma présentation, ça va plutôt être d'ouvrir finalement une discussion, une réflexion pour nous tous. Alors parfois certains points sont très personnels, c'est ma vision des choses que je suis prête à justement à échanger et partager avec vous. Il est le fruit de mon parcours, donc ça aussi je vais un petit peu revenir là-dessus. Comme il a été expliqué précédemment, je suis effectivement directrice de l'IAE Lyon. Je suis présidente de l'ASO IAE France, c'est 38 IAE en France, 53 000 étudiants. Donc vous imaginez bien que l'innovation pédagogique, l'arrivée de l'IA démocratique est un sujet qui m'anime, sur lesquels je me pose encore des questions, je envisage un certain nombre de choses. Et puis, finalement, on a parlé de prospective avant et de entrepreneuriat. Donc, je suis chercheur en entrepreneuriat. J'ai aussi fait une thèse sur la stratégie et la prospective. Et je trouve que cette rencontre des deux nous permet aussi d'avancer dans la discussion. Je vais essayer d'avancer, on sait. Je vous ai mis 2 livres, j'aurais pu en choisir plein d'autres. Le premier, l'IA va couper, parce qu'il y a soit cette présentation, j'ai gagné du temps sans cette présentation, en tout cas le support grâce à l'IA. C'est Pourquoi j'ai mangé mon père, de Roy Lewis. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Mais c'est finalement une nouvelle qui se passe à l'ère Tech, où on va voir justement un jeune qui veut aller vers un progrès, dans le feu, effectivement, et puis un plus ancien qui rejette le progrès. Et finalement, c'est un livre presque pour des plus jeunes, je dirais, mais qui nous amène à réfléchir sur ce thème qui nous anime aujourd'hui, mais qui est un thème qui a toujours existé, sur effectivement le débat entre technique, progrès et éducation. Donc ce livre-là est vraiment très intéressant quand on revoit justement à l'IA et ce qui nous arrive aujourd'hui, de relire ces choses-là. Le deuxième livre que j'ai mis, j'aurais pu en mettre plein d'autres, en général dans la vie ESP ou des choses comme ça, c'était un choix parmi d'autres, c'est ces romans science-fiction des années 60, qui étaient très annonciateurs de son vie aujourd'hui. Alors je le souhaite pas complètement, parce que souvent les fins n'étaient pas très agréables. Donc, mais ça nous amène justement à réfléchir que, voilà, on se retrouve confronté aujourd'hui à des sujets comme l'IA, dans nos innovations pédagogiques, aussi peut-être pas si nouveaux que ça, et mais sur lesquels on doit prendre le temps dans la réflexion, ce qui est compliqué compte tenu de la progression. Pour revenir un peu sur mon parcours de pourquoi je me suis intéressé à l'IA, en fait je suis chercheur en entrepreneuriat et en stratégie plutôt. J'ai été présidente d'un think tank très ancien à Lyon, qui s'appelle la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon. Et j'avais mis dès 2016 au mandat sur le thème de la transformation digitale, c'est un point numérique, des entreprises, et de voir comment justement ces entreprises pouvaient se développer à l'ère du numérique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fractures. On va voir, nous, aujourd'hui, on a un petit peu, on parle un petit peu entre vous, mais il y a énormément de fractures. Même dans les entreprises. Les entreprises, il y a des grandes entreprises qui vont embrasser les nouvelles technologies, et petites qui n'ont peut-être pas survivre. Parce qu'elles n'ont pas eu la capacité de s'adapter. Donc j'ai fait affaire il y a 3 ans avec MSCJ, en faisant venir des chercheurs, faisant des conférences et des jeunes débats, des véritables sénateurs, pour arriver à développer et produire des livres blancs. Après, on a été un peu différents décideurs, concernés par un tout travail gratuit. Ça s'est doublé d'une période de ce qu'on appelle congé thématique au Canada. Donc j'étais à Montréal. Et en même temps, j'avais ce statut de présidente de think tank, en même temps, j'avais le statut d'enseignant-chercheur, ça ouvre des portes, en fait. Et ma curiosité m'a poussé à aller rencontrer les acteurs de ce thème-là, à l'époque. Et j'étais au moment où Montréal a développé la charte de l'IA. Pour une IA éthique et responsable.
ils vont vers les précurseurs. Je trouve. Parce qu'en 2016, ils ont déjà posé un débat cubique où tout un chacun pouvait contribuer pour créer les grands noms de ce qu'était une charte de l'IA responsable et éthique. Et j'ai regardé se construire ce travail-là, cette synergie, et c'était particulièrement fort. Après, la portée, je la connais pas. Mais en tout cas, déjà beaucoup de choses ont été posées, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'IA éthique responsable. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont posées en même temps. Dans le parallèle, je vais rencontrer différents chercheurs. Mais là, je vais revenir sur un point qui me semble aussi essentiel quand on parle de l'innovation pédagogique et en même temps d'évolution, finalement, de nos pratiques. Je vais rencontrer les philosophes spécialisés en éthique et de l'IA. Notamment, j'ai mis Martin Gilbert, qui est professeur à l'UCI et qui a travaillé, voilà, c'était son dernier livre, Faire la morale au repos. Mais il nous invite à une certaine réflexion, justement, sur comment on va développer, et on développe tous ces algorithmes, finalement, où est-ce qu'on va mettre le curseur et comment on va réfléchir, justement, à l'orientation qu'on va donner à ces IA. Parce que c'est très bien, selon l'orientation, il va se passer beaucoup de choses très différentes, avec des choses peut-être pas très éthiques, volontairement pas volontairement, d'ailleurs, hein, c'est pas toujours une volonté, et il a vraiment fait un travail de fond et j'ai eu plaisir à aller échanger, dialoguer avec lui. Dans le même temps, il y a une personne assez importante aussi à Montréal, qui est Joshua Bellagio. Alors c'est marrant parce que l'IA va tellement vite qu'on ne connaît même pas les mots des leaders. C'est un leader. Et notamment, il travaille sur l'IA et aux questions. Et lui, j'ai assisté à beaucoup de ses conférences, je peux aller voir aussi. C'est Gamaka qui nous alerte beaucoup sur les risques de l'IA. Là, on est vraiment sur la Martinez qui lui fait partie des... Voilà, ceux qui contribuent à faire trôner cette IA et à la développer, il est beaucoup sur cette phase d'alerte. Alors, voilà, si on revient sur mon slide précédent, l'évolution n'a personne. Et pourquoi j'ai mangé mon cas? Peut-on aller monter au Comray? Vous connaissez, je bourre tous la réponse. Probablement pas aller. On progresse, de probable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et se tourner? Comment est-ce qu'on va fonctionner avec ça et vraiment, aujourd'hui, quel est pas beaucoup d'interventions, Simon, j'espère nous éclairer aussi là-dessus. Alors, finalement, nous sommes en pleine transition, dans une révolution. En tout cas, c'est ma passation. Pourquoi on est en pleine transition? Enfin, on travaille entre universités, il y a des fractures. Il y a certaines universités extrêmement renseignées, beaucoup moins. Il n'y a pas d'homogénéité. Mais ce qu'on peut constater, je dirais, en moyenne, c'est qu'on a des étudiants qui bricolent avec l'IA et des professeurs qui bricolent avec l'IA. On est tous en pleine phase de bricolage. Donc c'est souvent la période, j'allais dire, un peu dangereuse quand même, parce qu'on maîtrise pas encore l'outil, mais c'est intéressant. Comment est-ce qu'on l'adapte? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'entends beaucoup finalement... nous apprenons en marchant, mais là, je dirais, nous apprenons trop en courant. Hein. Il faut courir vite, parce que l'IA progresse terriblement. Alors, j'ai résisté au fait de pas faire ma présentation avec l'IA, et je ne doute pas qu'elle aurait été fort bien. Si je m'étais, à part la forme, si j'étais aidé de l'IA, tous, on peut que constater des frappés pour tout début, parce que le tournant, c'était quand? C'était le 30 novembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 novembre 2022? ChatGPT est arrivé. Et là, tout le monde presque tout le monde, est allé s'intéresser à cet outil, le faire travailler. Et les premières fois, c'était pas extraordinaire. Honnêtement, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les sources, c'était des arrangements probabilistes, cohérents, mais pas très. Sauf que l'IA progresse de manière exponentielle. Et le temps de cette conférence, il y aura déjà eu les progrès majeurs dans ces différentes versions. Donc vraiment, ça va challenger très fortement notre capacité d'adaptation, mais aussi notre capacité d'anticipation. Comment ne pas subir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il va y avoir une fracture pour la population, il y en a à peu près certains. Et puis nous, renseignants business school, management, on sait très bien qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Je vais pas les citer parce qu'il y a des profs de ces métiers-là dans les salles.
Mais il y a des métiers qui n'ont disparu. C'est évident. Et notamment, qu'est-ce qui va disparaître premier? On le sait. Moi, je fais travailler les étudiants sur les impacts de l'IA qui va se passer depuis au moins 8 mois. Donc, j'appelle leur budget challenge. Bah, tiens, on va prendre ce secteur-là. Qu'est-ce que nous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer, etc. La plupart des métiers intermédiaires vont souffrir. Et il va rester, effectivement, vraiment la partie très pointue et humaine, mais bon, sur lesquelles je reviendrai. Donc nous aussi enseignants, on doit évoluer parce que les métiers évoluent. On doit demander à nos étudiants de challenger la machine et de pas lui faire son travail. Je reviendrai à la fin sur Filapo, j'ai mis un certain nombre de risques, etc., etc. Mais oui, on a de sérieux challenges devant nous face à un outil qui est totalement extraordinaire. Donc j'ai listé quelques éléments. Donc c'est une révolution qui est source évidemment avec d'opportunités. Parce que l'idée, c'est pas de me rosser un tableau noir. Et finalement, on va sur un apprentissage adapté. Le adaptative learning, qui est quelque chose d'intéressant, puisque nous n'apprenons pas tous de la même manière. Même nos classes ne va pas être... Et donc, on va pouvoir avancer avec l'adaptation et va faire une moyenne pour chacun. Ce qui j'allais très bon. Peut-être travailler justement sur chacun une manière différente d'apprendre. D'aller vers les jeunes et de... moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge. Et de pouvoir justement arriver avec une éducation adaptée. Ça va être aussi un outil pour approfondir et obtenir de l'aide. Je veux dire, j'ai une fille qui passait le bac à mon 2. Elle disait, bah, expliquez-moi comme si j'avais 10 ans. C'est un classique. Et bien, lui expliquer. Honnêtement, c'est plutôt bien et c'est topé la bio que sa mère, aurait pu lui expliquer. Je dis tout net. Qu'en plus, l'IA s'énerve pas, c'est pas mal. Donc, voilà, je vois déjà depuis quelques années, des collègues construire des référentiels de compétences qui tiennent tout à fait là grâce à l'IA, produire des cours, des supports, et puis normalement l'idée, pour avoir écouté pas mal de personnes qui réfléchissent sur le sujet, ce serait que nous, enseignants, on arrive sur notre valeur ajoutée. Tous, on se dit, ça va nous permettre d'enlever toutes les tâches qui nous parasitent, et de reprendre finalement en main ce rôle d'enseignant qui va être là pour être proche des jeunes et les accompagner dans leur apprentissage. Donc ça, et c'est vrai. Alors après, je vais toujours faire un que pour réponse. Je rencontrais, puisque je suis dans les processus d'accréditation internationaux, le FFT, CNI, de CASAC qui réfléchissent sur le sujet. Ça permet de rencontrer les moyens du monde entier aussi, et un moyen de Belgique m'a hésité qu'une de ses collègues enseignantes a entraîné l'IA, et je pense qu'au fond des comptes, pour corriger les copies, les rapports de stage. Corriger les rapports de stage. Elle l'a tellement bien entraîné qu'en fait le delta différence entre quand c'était elle qui corrigeait et quand c'est l'IA qui corrigeait est vraiment faible. Et qu'en plus, le feedback donné par l'IA est meilleur. Parce que, vous savez tous qu'on a un temps réduit et que dans le rapport de stage, on va lister tout ce qui va pas, etc. Après, mon interrogation, c'est si l'étudiant fait le rapport avec l'IA, que le prof le corrige avec l'IA. Bon, on va aller à la page. Elle est pas loin. Donc voilà, cachez pas une avancée, certes, mais on fait quoi? Comment est-ce qu'on se challenge? Comment on essaye de pas rester, pas devenir félange aussi, parce que c'est aussi un suivi. D'avoir une telle possibilité et d'accord ce qu'on va faire pour se dire ok quoi, voilà, c'est bon, il a le flash tranquille. Donc l'idée c'est quand même effectivement plus de disponibilité, plus d'attention normalement et plus de valeur ajoutée de l'enseignant. Création de contenu. Alors pourquoi j'ai mis cet exemple? Parce que j'étais dans un incubateur aux États-Unis il y a quelques mois et je suis une enseignante que je connais bien parce que j'ai jumelé aux incubateurs. A créé un livre sur l'entrepreneuriat, trader une IA, et le livre est petit audio avec sa voix. Et n'importe qui lui a posé des questions sur le livre, etc. Il a sa vue d'elle, et sa voix a posé des questions, et c'est sa voix qui lui répond. C'est assez intéressant. Mais c'est vraiment extraordinaire aussi, parce que, voilà, et j'étais aussi, j'ai eu une présentation de l'université de la Topper School et Carnegie Mellon aux États-Unis. Aujourd'hui, les cours, c'est un enseignant qui va faire un cours très pointu, enregistré, retranscrit. Vous avez une IA qui va amener tous les différents formes d'artistes scientifiques, ou je peux, qu'importe selon le cours, là, en tout élan, capable de répondre aux questions des étudiants un an après,
Alors ça nous ramène à des sujets comme l'ISTAPA. Et c'est un flux infini de possibilités incroyables qu'on va offrir. Vous allez pouvoir suivre des cas, poser des questions, avoir des réponses qui tiennent là, donc une pédagogie. Bon. Mais aussi des sources de défis pédagogiques, comme sociétaux. La question d'apprentissage m'aligne beaucoup, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe finalement? On sait très bien, hors plus, bon, on n'est pas encore en capacité notale de détecter les fraudes, enfin, on pourrait dire, mais j'ai pas l'impression pour la détecter comme honnêtement. Et donc, on a des espions. Comment faire pour que nos étudiants ne se reposent pas complètement sur l'IA? Là, donc, ça veut dire, ça va trop loin, c'est la comparaison avec la calculatrice, elle est limitée, hein. Là, on parle vraiment de raisonnement. Donc, comment justement on va pouvoir s'assurer qu'ils vont vraiment progresser, réfléchir, etc. Donc, ça nous amène aussi à la question de l'évaluation. Et je crois qu'on l'a peut-être tous constaté en tant qu'enseignant. Moi, je l'ai lu cette année. Je donne des bourses. Je suis responsable de Mirage School en entrepreneuriat. Je donne des bourses. On allait aussi, on fait passer les entretiens. L'année dernière, c'était plutôt cohérent. Cette année, on a fait passer les entretiens, on est tombé de notre chaise. Ça correspond pas au départ au aussi. Les gens s'est couplé à la première question. Résultat, on s'est tenu sans CRS. Ils ont fait leur petit avec IA et on les a, et ils ont raté une bourse et de plus de pas des bourses. D'ailleurs, je donne des mondes de thèse. Je lui dis qu'on n'a pas envie de la recours. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer le message. La formation et l'éducation de nos enseignants. Moi, j'ai pu les enseignants, si en Covid, ont découvert, j'exagère. Je vous assure, un tout petit peu seulement. Les mails. Non mais, c'est pas, on avait tel ancien qui est, c'est pas toujours une question d'ailleurs, mais, qui grâce au Covid ont fait un bond énorme en technologie et qu'ils l'auraient jamais fait. Donc, on a pu avoir formé nos enseignants. On évite de les passer par nos étudiants qui utilisent l'IA sans arrêt en cours, et c'est là qu'on a aussi peut-être une concentration plus basse. Donc il faut aussi être capable de les arriver, de les intéresser, etc., d'utiliser les mêmes outils qu'eux. Donc voilà, comment on va former nos enseignants pour qu'ils puissent utiliser cette IA par rapport aux défis qu'on a vus. Bien sûr, la question de la sécurité. Des universités qui veulent pas utiliser un système d'IA avec lequel ils ont contracté, parce que c'est dangereux, se rendent pas toujours compte que tous les étudiants, tous les profs utilisent des IA qu'ils ont, sont pas sécurisés, donc autant dire que la fuite de données, elle imagine. Et puis la sécurité, elle va un peu plus loin, et c'est un peu le risque que j'ai mis, j'ai appelé, c'est le risque émotionnel. J'aurais déjà mis en conclusion, mais c'est celui qui m'embête le plus. Que l'IA donne une réponse logique. Qu'elle commence à me parler comme si on était amis, me donner des conseils à jouer sur mon état d'humeur, développement, etc. Ça, moi, ça m'inquiète. Le risque de la dépendance, c'est-à-dire effectivement de plus être capable de faire quoi que ce soit sans aller chercher dans l'IA, se reposer dessus, presque ne plus avoir confiance en soi, parce qu'en plus comme l'IA devient tellement performante, honnêtement, ou un écart entre le don et le produit, ce que l'IA va produire, ah ouais, pas, c'est difficile de dire, je vais produire ça quand même, mais je sais qu'il va faire un truc bien mieux. Enfin, on est humain à tout, et je n'ai vraiment pas la pièce à ça. Mais il y a un vrai risque de défense, et comment arrêter à garder finalement ce goût de défense, ce goût de la réflexion, etc. Pas toujours évident. Le risque de la solitude est jeune, alors je dis c'est en faire poli, parce qu'on voit qu'effectivement la digitalisation, c'est un choix qui évidemment permet d'amener à tout le monde une éducation de qualité, mais c'est aussi la voie de solitude. Et nous, on a beaucoup de jeunes qui ont flanché en Covid, qui ont encore les répliques séquelles aujourd'hui. Et si on va vers toujours plus de numérique, des amis numériques et plus de la capacité à aller vers l'autre, et faire des suites à l'humanité qui nous est important. Je me pose beaucoup de questions sur la recherche, parce qu'on est des enseignants-chercheurs. Ne voyons pas que des enseignants. Et sur la production et l'évaluation des recherches. Aujourd'hui, on a des articles, et d'ailleurs depuis longtemps. Mais ça, vous ne savez pas, tu bloques par IA. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires où il y a vous l'avez entendu dans les journaux, mais qui datent de 7 ans au moins, où il y a eu une grande université très riche qui a réussi à trouver des IA et après publié dans les fonds en revue. Et finalement, maintenant, on se pensait de peu d'évaluations sont faites dans l'IA. Lors d'autres styles, etc. Ils étaient balles, etc. Donc, on revient sur leur stage. Mais ça pose une question. Ça pose une question
d'intérêt là pour le coup sur, je trouve, d'entraîner les IA dédiées sur des thématiques. On parlait d'entrepreneuriat utile, d'entraîner l'IA avec tout ce qu'on fait nous, etc. Je trouve ça très puissant et très très intéressant. Et pour les chercheurs, ça permet justement de diffuser et des éléments en rigueur scientifique, ouais, quand c'est particulièrement important, et en même temps de la vulgarisation. Donc ça, pour moi, c'est un point très très fort. Après, un point sur lequel je m'interroge aussi, je parle des attentes négatives. C'est le futur des thèses ensemble de gestion. Ce que vous voulez. C'est juste que j'ai mis notre thème à nous. Mais parce qu'aujourd'hui, les doctorants, c'est les champions du monde en IA. Ils n'utilisent pas que ChatGPT, ils connaissent tout. Si vous voulez monter en compétence, allez voir un doctorant. Hein. Si on va dans cette salle, je sais que j'ai résumé. Et donc, ça veut dire que si l'IA avec la nouvelle littérature, fait les liens, fait les machins, que l'IA amène un étudiant en marketing ou en RHF meilleur, parce qu'il a mieux lu par les livres, va s'adapter, etc. Moi, je suis franchement pour. Mais je pense qu'on va devoir revoir un point important, qui est celui de la recherche. Parce que un chercheur, alors peut-être que j'assume, mais ça doit prendre un temps de recul, un temps de lecture, un temps d'analyse, et c'est ce truc qu'on a eu, là, les 1, quand on relit la D3, on voit plus du tout de la même manière. Il y a tout un petit, et la recherche, ou alors on va aller se poser une recherche différente. Mais ok, pas de souci, hein. Mais je dis qu'aujourd'hui, on est encore dans cette espèce de bricolage intermédiaire, et que sur les thèses, je m'interroge sur c'est quoi l'étape. Aujourd'hui, est-ce qu'un directeur de thèse peut être sûr que alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient sûrs. Bon, qu'est-ce que j'y crois insensiblement? Que la personne en face de vous, qui est doctorant, comment savoir si elle a fait pendant le travail derrière? On peut l'interroger, la challenger. Mais moi, j'ai un doctorant la dernière fois qui me dit, bon, je peux utiliser l'IA? Je dis oui. Si c'est pour se faire relire, c'est plutôt soit notre grand-mère qui me relise, autant. Vous faire relire? Oh, d'accord, ça me dérange pas. Après, si l'IA, c'est du travail de recherche scientifique, ça me pose un problème. Voilà, alors ça, je les ai mis, parce qu'on était dans la... Ça, c'était par ChatGPT, mais j'ai pas mis, si j'ai... On parle d'innovation pédagogique, j'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me dire ce qu'a changé d'IA dans les grandes innovations pédagogiques? Va me chercher tes zéros. 5 minutes plus tard, je vois un joli résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, sur Harvard, avant qu'à exposé magistral, aujourd'hui, la plupart du temps, ils font des simulations d'IA immersives qui vont générer un certain nombre de scénarios individualisés en temps réel. Évaluation somatique, on va dans des feedbacks adaptatifs, on a parlé. Avant, c'était des cours semestriels, maintenant, on voit arriver des blocs statistiques, je le dis correctement, et puis les pro-certifications via d'adopter. Je pense que la pro-certification, c'est aussi un sujet qui va falloir embrasser assez rapidement. Projection, on est projectif, je me suis dit j'avais peur. Projection, ce qui vous dit j'arrive à la fin, si je suis en train de passer, c'était pas me le dire. Une petite synthèse, on va vers un enseignant augmenté, donc voilà, on va essayer d'extraire le cueilleur, je vais garder l'huile au cœur, enfin ça c'est mon idée et c'est vraiment ce que j'espère plus profondément. Évolution de nos pédagogies, ce qui c'était le style que j'ai précédemment, avec cette idée d'essayer de pas subir les émotions, mais d'essayer d'anticiper un peu. Et je vois beaucoup de conférences où moi qui fais ma thèse sur la veille stratégique. On m'avait dit c'était une mode, non c'est pas une mode, mais ça n'a jamais été fait en fait, dans les très très mauvais faits. Et là j'entends parler de veille sans arrêt sur la veille sur l'IA, la veille sur l'IA et la pédagogie, l'éducation, etc. Parce que ça va très vite. Aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT, mais demain il doit être une nouvelle IA qui va faire encore autre chose, etc. Donc comment on fait pour rester up-to-date? Pas évident. Évolution de nos programmes, c'est pour que maintenant on fouille effectivement à l'aspect de certification avec par exemple ce point le gène moyen temps, IBET, l'IA et voilà, la partie responsable en management de nos cas, de notre façon d'évaluer. Finalement, est-ce qu'on va pas devenir les architectes d'expérience? Et on voit bien dans ce dossier MICC, ça va dépenser en citant le cas d'Harvard. Des mentors de sens, c'est ce que je souhaite, c'est d'être capable de donner du sens, de faire essayer d'accompagner ton fond des futurs managers responsables. Donc, je pense qu'on s'oriente vers quelque chose, voilà, c'est pas une projection. On s'oriente vers quelque chose comme ça. Donc, on sait jamais, hein, les collections, c'est jamais. C'est la fin. Donc, puisque c'était la référence à la science-fiction, se dire, est-ce que on va être, alors comment on va se comporter face à cette IA, c'est vraiment cette dualité
Est-ce qu'on va devenir JITO, mais pour faire que du virtuel, on peut se démultiplier, hein, très facilement. Maintenant, on peut faire un cours à 10 000 personnes dans le monde. C'est passionnant, d'ailleurs. Et comment on va être challengé et quel impact va avoir cette IA. Mais mon petit mot, ou presque de la fin, c'est finalement enseigner le management, c'est un peu une science humaine. Et ça, c'est une petite chance. Parce qu'on forme normalement, futurs managers, des futurs dirigeants. Donc, ils ont à faire dans leur oui, c'est la partie la plus difficile, souvent d'ailleurs, de métier. C'est de manager les équipes pour atteindre des objectifs. Donc, nous, on garde la partie humaine très forte. Et ça, je pense que c'est un point clé pour nous tous qui sommes dans cette salle. Nous sommes les sciences humaines, on forme des dirigeants. Et moi, je vois bien, en ayant pris la direction d'IAE, je passe mon temps à manager pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui, je suis pas remplaçable tout de suite. Franchement, je ne pense pas. Peut-être sur certaines choses, ça m'arrangerait, mais... Donc voilà, on a quand même cette partie-là pour vous remettre une ouverture, voilà, qui reste que pour une sciences humaines, et donc on a cette partie. Et voilà, faisons de l'IA un bon serviteur pour l'éducation des jeunes générations en management, c'est mon ado des maîtres. Ce sera mon nœud de la fin. Et j'ai habilité les collègues experts de pouvoir me présenter pour aussi.